Et voilà, bon. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour une présentation sur les études artistiques à l'étranger. Je m'appelle Marc, je suis le fondateur de Study Experience, qui est une société qui accompagne les étudiants qui partent étudier dans des universités à l'international. Je suis rejoint ce soir par Adrian, qui nous vient de l'université de Falmouth au Royaume-Uni. Falmouth qui cette année est classé numéro 1 en études artistiques au Royaume-Uni. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Adrienne est anglophone, hein, donc elle interviendra en anglais au cours de cette présentation. Ça sera un bon exercice également. Et puis, Edwidge, évidemment, de Maestro Academy. Edwidge, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Bonsoir à tous. Donc déjà, je remercie infiniment Marc de m'associer à cette présentation qui, j'espère, vous permettra d'y voir plus clair dans vos projets d'études supérieures. En effet, je travaille avec Marc dans la mesure où je vous accompagne une fois que Marc vous a aidé à finaliser vos projets d'études sur la réalisation des portfolios essentiellement et sur vos dossiers de candidature. Marc reprend le relais par la suite. Donc, je parlerai essentiellement du portfolio pendant cette réunion. À tout de suite. Merci, Edwidge. Alors, je vais partager mon écran. On vous a préparé une belle petite présentation. Tac. Partager. Voilà, est-ce que mon écran est visible? Edwidge, ouais, nickel. Parfait. Bon, voilà, on s'est présenté rapidement. Vous avez nos têtes dans tous les sens. Donc, je pense que vous avez compris le message à ce niveau-là. Un petit mot rapidement sur Study Experience. Et puis, promis, c'est la seule page de pub, en tout cas, ce qui concerne ma partie. Donc, on est un cabinet d'accompagnement pour tout ce qui est études supérieures à l'étranger. Notre métier consiste à renseigner les étudiants, à les orienter sur le bon choix de pays, d'université et de programme. Et puis ensuite, de les accompagner, de les coacher pour monter les meilleurs dossiers possibles. Donc, pour ce qui est des études artistiques, notamment pour tout ce qui est préparation de portfolio, dont Edwidge parlera de manière plus approfondie dans un instant. Et puis, plus largement, on vous accompagne jusqu'au départ, en fait, hein, dans toutes les procédures qui sont parfois un petit peu compliquées dès qu'on s'intéresse à l'international. Au-delà des démarches universitaires, administratives, universitaires, aussi tout ce qui est en lien avec le logement, le visa, l'assurance et toutes les autres questions que vous pourriez avoir en lien avec ce départ-là. Donc, voilà à quoi sert Study Experience. Alors, moi, je vais vous parler, je vais commencer cette présentation en vous parlant de manière assez généraliste des études à l'étranger, des études artistiques que vous pouvez faire à l'étranger, des conditions à titre général. L'idée ensuite, c'est de passer la parole à Edwidge qui vous parlera spécifiquement du portfolio, de son importance et de comment réaliser un portfolio convaincant pour ces universités-là. Et puis, Adrienne, c'est top parce qu'elle va pouvoir vraiment vous donner un aperçu concret de ce que c'est qu'une université d'art à l'étranger, ce à quoi ressemblent les cursus, la vie universitaire, la vie de campus. Voilà, elle pourra vraiment vous en parler de manière précise et répondre à toutes vos questions aussi. Donc déjà, première chose, pourquoi partir faire vos études d'art à l'étranger? Les raisons qui s'affichent à l'écran ne sont pas forcément exhaustives, heureusement, mais c'est vrai qu'on pense à certaines choses en particulier, la maîtrise de plusieurs langues qui sera importante dans tous les domaines et notamment dans le domaine artistique. La possibilité aussi de découvrir d'autres façons d'apprendre et découvrir une nouvelle culture aussi. On sait bien que les sources d'inspiration sont forcément particulièrement importantes quand on se lance dans des projets artistiques. Et donc, découvrir d'autres pays, d'autres façons de penser, c'est souvent une bonne manière de débloquer certaines choses. Et puis, vous allez voir, en fait, tout au cours de cette présentation, et notamment lors de l'intervention de Adrienne en particulier, vraiment ce que peut vous apporter une grande université d'art international.
au niveau du réseau, enfin des opportunités qu'elle vous propose sur le marché de l'emploi. Et finalement, c'est le nerf de la guerre aussi, puisque c'est bien beau de vouloir étudier l'art, mais comme tout le monde, il faut travailler dans un deuxième temps et si possible dans le domaine que vous aurez étudié. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, certaines universités vont vraiment avoir un réseau vraiment sympa avec de belles opportunités suite à vos études. Et quand vous allez choisir donc ce projet, enfin quand vous allez vous engager, vous lancer dans ce projet d'études artistiques à l'étranger, il faut bien garder en tête aussi que vous avez différents types d'universités et dans votre choix de destination et dans votre choix de programme, il faut faire attention à différentes choses. C'est vrai que vous allez avoir des très grandes universités très généralistes qui vont proposer des études artistiques, certes, mais aussi des études dans plein d'autres domaines, comme la biologie, médecine, commerce, ingénierie, toutes ces choses-là aussi. Vous avez des universités plus petites et spécialisées vraiment dans les métiers de l'art. C'est le cas de Falmouth University, voilà, qui se présentera dans un instant. Il faut être sensible aussi au type d'environnement dans lequel vous avez envie d'évoluer. Vous avez cette différence entre les grands campus, les petits campus. Vous pouvez étudier dans une grande ville. On va souvent parler des études artistiques à Londres, par exemple, qui attirent énormément, mais vous ne feriez pas forcément la même expérience à Londres que dans un campus un petit peu à l'extérieur des grandes villes où vous avez vraiment cet environnement de petite ville étudiante, un espèce de village gaulois où vous avez toutes les installations sur le campus et les profs à votre disposition et les logements sur le campus aussi. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on sélectionne les universités en France, tout particulièrement, on aime bien regarder les classements. Et ce n'est pas totalement inutile de regarder les classements. C'est vrai qu'on veut être rassuré sur son investissement finalement, sur le fait que le diplôme qu'on va faire sera reconnu et connu finalement aussi dans le monde entier, notamment en France. Donc c'est un facteur qu'on peut prendre en compte et ce n'est pas pour rien non plus qu'on met en avant que Falmouth, c'est la meilleure université artistique britannique en 2022 par exemple. Mais au-delà de ça, il y a d'autres enjeux à prendre en considération sur le type d'enseignement que vous voulez recevoir, le type de cadre, la vie étudiante à laquelle vous aspirez, et puis aussi évidemment le coût des études qui variera sensiblement d'une destination à l'autre. Alors, j'ai presque envie de vous dire qu'il y en a pour toutes les bourses à peu près, selon si vous souhaitez partir au Royaume-Uni ou dans un pays européen, aux États-Unis, au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande ou autre, toutes sortes de budgets. C'est évidemment déterminant aussi quand on choisit son parcours et sa destination. Et c'est notamment sur ces enjeux-là et ces décisions-là que Study Experience vous accompagne pour s'assurer que vous faites le bon choix. Alors, les études artistiques à l'étranger, de quoi on parle en fait finalement? J'aurais peut-être dû commencer par là, mais de toutes sortes de choses. Et c'est vrai que tout ce que vous pouvez étudier en France, vous pouvez aussi l'étudier à l'étranger, globalement. Donc, on parle évidemment des beaux-arts, on parle des arts appliqués, de tout ce qui est digital, architecture, art du spectacle, musique, cinéma. Voilà, vous avez plein de domaines et je ne sais pas si cette liste est exhaustive. Je pense que non. Vous pouvez choisir de vous spécialiser de manière plus ou moins forte. Vous verrez quand Adrian prendra la parole tout à l'heure qu'à Falmouth, par exemple, vous avez des formations extrêmement ciblées dans certains domaines bien spécifiques de l'art. Et donc ça, pour certains étudiants, c'est génial. Et je dirais que dans des pays comme le Royaume-Uni, on trouve vraiment des formations très pointues qu'on trouve beaucoup moins dans le système français, par exemple. Non pas que ça n'existe pas, mais il y a peut-être moins de choix. À l'inverse, vous avez aussi des systèmes éducatifs très flexibles et très larges. C'est le cas notamment aux États-Unis où vous pouvez potentiellement combiner un programme de peinture avec du business ou de la psychologie ou de la biologie ou des choses comme ça. Ça peut être. On n'est pas obligé de faire que de l'art finalement. Dans certains systèmes, il y a cette flexibilité-là aussi qui existe. Euh,
Donc voilà, toutes sortes de choses finalement que vous pouvez étudier. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce que je sais qu'Adrian va rentrer dans le détail tout à l'heure de toutes ces différentes formations et vous montrer vraiment tous les possibles. Moi, ce que je vais par contre, ce sur quoi je vais insister un petit peu plus, c'est les équivalences, les diplômes, euh, ce qu'on peut faire voilà, comme niveau de diplôme à l'international. Euh, Souvent, pour les études d'art, on commencera par une année qu'on appelle l'année de foundation, qui serait l'équivalent de la prépa art en France. Euh, c'est un passage quasiment obligatoire. Et j'en reparlerai dans un instant de l'année de foundation. Mais ça, c'est voilà, quand on sort du bac, à moins d'avoir fait une filière artistique au niveau bac, euh, c'est quasiment sûr que vous allez devoir passer par l'année de foundation. Une fois que vous avez fait ça, vous intégrez un programme de bachelor euh, qui se fera du coup sur 3 ans, parfois sur 4 ans. En Amérique du Nord, c'est souvent sur 4 ans. Euh, et ça, c'est équivalent à la licence. Il existe des équivalents au BTS. C'est ce qu'on va appeler des HNDs, souvent en Angleterre, ou parfois des Associate Degrees dans le système nord-américain. Euh, mais c'est possible aussi de s'engager sur une durée plus courte si vous vouliez faire une formation plus professionnalisante de courte durée. Et de même, c'est possible aussi de partir à l'international après avoir validé un bac+2 en France. Donc, je sais que c'est courant en France plus de faire un BTS dans certains domaines artistiques. Euh, c'est compatible aussi avec des parcours sur pas mal de pays à l'international et vous pourriez tout à fait rejoindre un programme pour 1 an et valider le bachelor à l'étranger en 1 an seulement. Et puis par la suite, vous avez aussi des masters qui sont possibles en 1 an ou 2 ans. Tout ça, enfin en tout cas par rapport aux pays sur lesquels intervient Study Experience, et donc nous, on est vraiment principalement spécialisé sur les destinations anglophones ou du moins les destinations qui délivrent des programmes en anglais. Donc ça se fait de plus en plus sur des destinations comme l'Espagne, l'Italie, Pays-Bas aussi. Ce n'est pas que les pays anglophones traditionnels. Euh, euh, donc nous, on est vraiment spécialisé là-dessus et je dirais que sur toutes ces destinations-là, les diplômes que j'évoque ici maintenant sont vraiment reconnus en France sans aucun problème. Voilà, vous pouvez tout à fait faire votre premier cycle à l'étranger et revenir en France au niveau master ou vice-versa. Alors l'année préparatoire que j'ai rapidement évoquée, donc cette année de foundation year, comme j'ai expliqué, on est quasiment obligé de passer par là. Ce qu'il faut comprendre aussi dans certains systèmes étrangers, c'est le cas notamment au Royaume-Uni, c'est que l'équivalent du bac est différent. Les Anglais souvent vont faire 2, 3 matières, ou enfin 3, 4 matières au bac, là où les Français en font 12, 13. Et ils peuvent se spécialiser dans l'art très tôt, ce qui fait qu'ils arrivent à la sortie du bac déjà avec un niveau en art qui est souvent plus avancé qu'un candidat français. Et malgré tout, ces étudiants doivent quand même passer par l'année de préparation universitaire. Donc, pour mettre les choses je vous dis ça pour mettre les choses en perspective, c'est vrai que c'est très compliqué, à moins vraiment d'avoir un bagage artistique extrêmement sérieux ou de viser une formation qui ne nécessite pas forcément une grosse expérience. Ce serait le cas, par exemple, pour des études de cinéma ou pour le théâtre. Pour l'architecture, on peut contourner éventuellement l'année de préparation universitaire. Euh, mais autrement, il faut vraiment un bagage très, très solide en art pour être éligible à l'entrée directe en première année de bachelor ou de licence. Mais au-delà de ça, c'est une année qui est très utile à différents niveaux. Elle vous permet de choisir peut-être votre spécialisation aussi. Souvent, les étudiants ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire comme spécialité à la sortie du bac et c'est assez normal. Et donc, une année de préparation vous permet aussi de tester différents domaines avant de vous engager de manière plus définitive sur quelque chose, sur une spécialité. Ça vous permet, moi je vois ça souvent aussi comme une année test. C'est vrai que les études artistiques, c'est un domaine où souvent les étudiants et les parents hésitent un petit peu. Ils se disent, mais est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que derrière,
je vais pouvoir m'épanouir là-dedans et trouver du travail et tout ça. Et qui parfois d'ailleurs rechignent à se lancer sur des études-là, bien qu'ils aient peut-être une passion pour ça, ils rechignent à le faire parce qu'ils ont certains doutes sur ce qu'ils vont pouvoir faire derrière. Alors, pour pas avoir de regrets par rapport à ça, je trouve que l'année de Foundation peut être une bonne initiative, c'est-à-dire de voir ça comme une année test. Euh, pour voir déjà si vraiment ça vous plaît, si vous voulez vous lancer là-dedans de manière plus sur le long terme. Dès lors qu'on le fait à l'international, c'est l'opportunité aussi de vous mettre à niveau sur le plan linguistique et de devenir bilingue. Dans le meilleur des cas, vous êtes heureux et c'est souvent le cas. Et dans ces cas-là, vous continuez en ayant un bagage sérieux qui vous donnera une chance d'accéder notamment aux meilleures universités d'art à l'étranger. Mais si vous vous rendez compte que c'est finalement pas pour vous, c'est pas grave non plus. Ça ne sera pas une année perdue, au contraire. Et vous reviendrez voilà, avec une belle expérience sous le coude et en étant bilingue. Euh, donc voilà, surtout pas voir l'année préparatoire ou de foundation year comme un obstacle supplémentaire ou une perte de temps. C'est loin d'être le cas. Et comme je le disais voilà, à l'instant, c'est souvent un passage obligatoire en réalité pour beaucoup de formations artistiques. Euh, Quand on envisage les études à l'étranger de manière générale, c'est important de s'y prendre assez tôt. Et l'importance du timing est vraiment capitale. Euh, Dans un monde idéal, je conseille aux étudiants de commencer à se renseigner à peu près 2 ans à l'avance. Donc, c'est-à-dire que dès le début de la première, c'est bien de commencer à se renseigner sur les débouchés à l'international, sur les programmes qui pourraient vous intéresser et sur leurs attentes et les conditions d'admission, puisqu'on vous demandera de fournir certaines pièces. On vous demandera aussi de fournir un portfolio, même sur une année de préparation universitaire. Il faut quand même pouvoir fournir un portfolio qui est costaud. Et ça, c'est quelque chose c'est bien de le préparer longtemps à l'avance. Plus vous allez vous y prendre tôt, plus vous avez de chances de constituer un dossier convaincant. Ça vous laisse le temps aussi de passer des tests de langue officiels, hein. En principe, on passe l'IULTS ou le TOEFL et vous devez le passer en obtenant certaines notes pour être éligible aussi à ces universités étrangères. Le talent artistique ne suffit pas. Il faut aussi voilà, avoir un bon niveau d'anglais. Euh, Sinon, il faudra passer par la case mise à niveau linguistique. Et donc, les dossiers, typiquement, se déposent à peu près 1 an à l'avance. Donc là, par rapport à la période de l'année dans laquelle on se trouve, donc début décembre, on est vraiment dans la période, je dirais, de pointe pour la plupart des dossiers. Dans certains cas, c'est même parfois un petit peu tard. Euh, Si vous nous regardez et que vous êtes en terminale ou que vous avez un projet d'études pour l'année prochaine à l'étranger, c'est pas forcément trop tard. C'est encore possible de mettre des choses en place, heureusement. Mais c'est le moment de se lancer pour le coup et d'envisager ce projet très sérieusement. Si vous êtes en seconde, première ou voilà, que ce projet-là vient dans 2 ans, ben, c'est très bien, tant mieux, vous êtes dans les clous, mais ce ne serait pas trop tôt voilà, pour nous contacter et commencer à réfléchir à ce projet ensemble. Euh, voilà. Euh, Bon, et puis très rapidement aussi pour vous expliquer comment on fonctionne aussi chez Studi Experience. Donc, si vous faites appel à nous, on travaille en 2 étapes hein, avec nos étudiants. On a une première phase qu'on appelle le bilan recherche et stratégie, qu'on vous propose à 350 € et qui consiste à cibler avec vous les universités, les programmes qui peuvent vous correspondre. Donc, c'est une première phase de recherche sur l'ensemble des systèmes éducatifs. Donc, en fonction des intérêts, des préférences que vous avez, on peut faire une étude sur un ou plusieurs pays notamment. Et dans un deuxième temps, voilà, on vous coach dans toutes les étapes pour préparer le meilleur dossier possible, avec notamment l'appui d'Edwidge pour tout ce qui est études artistiques, puisque c'est vraiment la personne à qui on confie tous nos étudiants qui ont besoin de préparer un portfolio. Euh, cet accompagnement-là est sans surcoût lorsque vous présentez des universités euh, partenaires de Studi Experience.
Donc, Falmouth, qui prendra la parole tout à l'heure, est une université partenaire de Study Experience, par exemple. Vous trouverez toute la liste sur notre site. Mais dès lors que vous vouliez présenter d'autres écoles, n'importe lesquelles d'ailleurs dans le monde, on vous accompagne sans aucun problème, mais on a des honoraires de consultants à ce moment-là. Et on vous propose un devis sur mesure en fonction du nombre d'établissements que vous souhaitez présenter et de la complexité de ces dossiers. Voilà pour moi. Je vais céder la parole à Edwidge. Si vous avez des questions, pour le coup, alors pendant que Edwidge et Adriane parlent, je serai sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fonctionnalité chat de Zoom. Et puis, on aura un temps à la fin si vous vouliez aussi poser des questions directement aux intervenants. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci pour votre écoute. Edwidge, je peux te laisser le contrôle de l'écran si tu veux. Ah bah oui, si tu veux, comme ça tu peux répondre et te concentrer aux réponses si tu veux. Voilà. Ce sera plus facile. Tu dois pouvoir passer les slides comme tu le souhaites. Je regarde ça, je vérifie. Oui, c'est bon, parfait. OK. Parfait. Donc, bonsoir à tous, bravo et merci pour tout ce que vient de dire Marc, qui vient en effet, vous allez le voir, ce que je vais vous dire ne va faire que compléter et confirmer tout ce que vous a dit Marc, que ce soit sur votre projet d'études, que ce soit sur votre créativité. Déjà, voyons dans un premier temps dans quel contexte on va vous demander un portfolio. Plusieurs cas de figure. Un premier cas de figure qui peut pour certaines écoles où vous êtes convoqué, vous avez envoyé votre dossier et vous êtes convoqué à un entretien et à ce moment-là, on va vous demander, on va fortement vous recommander de venir avec un portfolio. Dans ce cas-là, évidemment, le portfolio va venir soutenir ce que vous avez écrit dans votre dossier et ce que vous allez dire. Deuxième cas de figure qui est le plus courant dans les écoles, c'est qu'en accompagnement de votre dossier de candidature, on vous demande d'envoyer quelques éléments d'un portfolio, voire la totalité d'un portfolio, pour la phase d'admissibilité. Dans ces cas-là, évidemment, quel peut être l'enjeu de ce portfolio ? Alors, si vous avez des réponses, Marc me les dira. Si vous m'en donnez, réfléchissez. Quel peut être l'enjeu et l'objectif de ce portfolio? Je vous donne quelques minutes pour voir si vous pouvez me répondre. Dans le cas où vous envoyez votre portfolio dans une phase de pré-admission, et la réponse devrait être « donner envie au jury de me recevoir ». Alors, je vous invite bien évidemment, je pense que vous le faites depuis le début, mais à prendre des notes sur ce que Marc et nous trois allons vous dire, parce que c'est énormément de temps de gagner sur vos projets candidatures, donc profitez-en. Donc, deuxième cas de figure, je reviens, pré-portfolio, et dans ces cas-là, évidemment, l'objectif, c'est de donner envie au jury de me recevoir pour la deuxième phase d'admissibilité. Et troisième cas de figure, j'allais dire, c'est un envoi sec, une sélection sèche, où vous allez envoyer votre dossier, dans lequel il y aura également votre dossier de candidature, dans lequel il y aura également le portfolio, et c'est uniquement le moyen de vous sélectionner. Donc là, évidemment, il faudra que ce portfolio, tout soit dit, puisque vous n'aurez absolument pas l'opportunité, à l'oral, de soutenir ce que vous avez montré. Même si le contexte de ces trois cas de figure est différent, la structure, je vous rassure, du portfolio sera la même. On est bien d'accord. On ne va pas changer de portfolio en fonction du contexte. On l'ajustera éventuellement, mais notre structure restera la même. Alors, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Alors, attendez, parce que là, je n'ai plus la main. Si. Est-ce que, Marc, tu peux me repasser la slide suivante, parce que j'ai visiblement plus la main. Voilà. Si, la main. C'est bon, voilà. Ah. Pourquoi, je vous l'ai dit, l'objectif du portfolio, c'est donner envie au jury de recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que votre portfolio, il doit être comme un gâteau au chocolat. À savoir que le gâteau au chocolat, imaginons que vous ayez fait ce gâteau, vous êtes très nombreux autour là à cette participation, à cette réunion. Certains d'entre vous vont adorer ce gâteau avec ce coulant, d'autres ne vont pas aimer le gâteau parce qu'ils préfèrent quand il est plus cuit et d'autres n'aiment pas le chocolat. Par contre, quelle est la question que tout le monde va vous poser? La question que tout le monde va vous poser, c'est finalement comment vous avez fait ce gâteau. Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, s'il a une texture et une apparence incroyable, c'est le comment. Eh bien, votre portfolio,
notez-le. Ce n'est pas le résultat final qui compte. Vous le voyez maintenant sur la slide suivante, qui est celle-ci que je vais développer, mais vous êtes évalué, le jury cherche à savoir comment vous êtes arrivé là. Donc, votre portfolio, ce sera peu de projets, d'accord? En général, le nombre de pages est assez limité. On va partir sur une page maximum entre 10 et 15 pages. Mais par contre, des projets poussés dans tous les sens qui vont apporter le comment. Donc, évidemment, le portfolio ne sera en aucun cas une accumulation de dessins ou de maquettes ou de construction. Maintenant, que mettre dans mon portfolio? Marc le disait, les études d'art, comme toutes les études, vous êtes avant tout évalué sur votre maturité de projet, c'est-à-dire votre capacité à répondre à pourquoi je veux faire des études d'art. Ce n'est pas une réponse précise, mais comme le disait très justement Marc, l'école, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de réaliser son projet professionnel. Donc, la première chose qu'il va falloir qu'on réussisse à mettre en avant au travers du portfolio et des projets que l'on va montrer au jury, c'est votre maturité de projet, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi vous candidatez, pourquoi vous voulez faire, entre guillemets, du design, pourquoi vous voulez faire de l'animation, pourquoi vous voulez faire de l'architecture. Et bien évidemment, ce n'est pas juste l'architecture, monter des murs dans un espace. Donc, ces références-là, cette maturité de projet-là, il faudra vraiment, c'est en travaillant les sujets précis que nous, on va travailler, on va vous aider à apporter cette réponse visuelle au travers de votre portfolio et trouver une réponse pertinente qui vous appartienne. Donc, vous le voyez, je vous ai mis maturité de projet pour rassurer le jury sur votre présentation, sur votre motivation et bien évidemment, l'idée de l'activité de loisir. Et là, j'en viens au deuxième point. Mais en général, quand je vous demande pourquoi vous voulez faire de l'animation, pourquoi vous voulez faire du fashion, pourquoi vous voulez faire de l'architecture, qu'est-ce que vous me répondez? Vous me répondez souvent « parce que j'aime bien dessiner ». Mais heureusement que vous aimez bien dessiner. Sinon, vous n'iriez pas dans ce domaine-là. Donc, le dessin, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. D'accord ? Donc, mettre des dessins uniquement dans votre portfolio, ça n'apportera rien, à part une maîtrise technique éventuellement. Certaines écoles vont vous demander de les rassurer sur votre maîtrise technique, mais Marc le disait, en général, vous passez par une foundation. Donc, vous n'êtes pas évalué sur les compétences techniques. On est bien d'accord ? Éventuellement, un certain nombre d'écoles d'architecture vont demander une partie de dessin de maîtrise technique, de maîtrise ou de notion de perspective. D'accord ? Mais en général, vous n'êtes pas évalué sur le savoir-faire. Par contre, montrez à votre jury que vous avez compris que le dessin, c'est un outil, un moyen de prendre des notes, de développer des idées par le biais du croquis, du sketch. Ça, c'est essentiel. D'accord ? Donc, dans notre portfolio, première chose, on mettra des gribouillis, des croquis de recherche, des croquis de prise de notes, de carnets d'exposition, etc. Deuxième critère de sélection pour les jurys, c'est votre potentiel de créativité. Les jurys, on n'attend pas de vous que vous soyez des artistes puisque vous commencez une formation pour devenir un créatif en sortant de la formation. Par contre, ce qui va intéresser les jurys, c'est de pressentir, et je pense que Adrian va le confirmer, c'est de pressentir votre potentiel de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle vite, je vais me calmer. Ça veut dire, votre potentiel de créativité, ça veut dire tout simplement votre capacité à avoir des idées autour d'une contrainte donnée. Les arts appliqués d'une manière générale, c'est mettre, et ça je vous l'invite à le noter également parce que ça vous rendra très utile, c'est mettre votre créativité au service d'une contrainte donnée. Si on vous demande de repenser justement un bâtiment architectural, de faire un ouvrage architectural, vous serez obligé de prendre en compte les contraintes techniques qui vous sont données, l'espace, l'environnement. Vous serez obligé de prendre en compte la fonction, ce à quoi va servir ce bâtiment. Vous serez obligé de prendre en compte les contraintes de matériaux et vous rajouterez la forme. D'accord ? Donc, les arts appliqués, c'est mettre votre créativité au service d'une contrainte donnée. Donc, dans votre portfolio, peu de projets, mais des projets que vous allez pousser dans tous les sens. Pousser dans tous les sens en proposant plusieurs idées, mais également pousser dans tous les sens par ce qu'on appelle le médium, c'est-à-dire le moyen d'utiliser.
Ne restez pas enfermé dans une technique de dessin. Montrez à votre jury que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, du collage, de la photo, de la vidéo, de la peinture, du volume, des maquettes, etc. C'est simple, je ne vous apprends rien. Créer, par définition, c'est aller vers ce qui n'existe pas. Au travers de vos projets, vous allez montrer cette appétence que vous avez pour cette expérimentation et cette capacité à sortir de votre zone de confort. Et enfin, le quatrième point que vous voyez ici sur ma slide, qui est l'ouverture au monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture au monde? Marc le disait très justement tout à l'heure. D'une part, vous faites des études pour rentrer dans la vie professionnelle. Moi, je complétais en disant que créer, c'est pour répondre à un besoin, à une fonction. Donc, vous ne pouvez pas prétendre vouloir créer le monde de demain si vous ne vous intéressez pas au monde d'aujourd'hui. Il sera donc essentiel, dans votre portfolio, de penser à mettre des références, des sources d'inspiration, faire des liens pour ceux qui sont au lycée français avec vos SP, pour ceux qui sont à l'international et qui n'ont pas choisi le SP mais qui sont dans d'autres formats d'études, de mettre en lien entre vos connaissances que vous avez appris, votre curiosité, votre ouverture au monde et vos projets. D'accord? Donc finalement, est-ce que tu peux me passer l'autre slide? Je ne sais pas, j'y arrive pas. Merci. Finalement, dans mon portfolio, je vais mettre, alors je vais repréciser, mais renotez-le. Finalement, dans mon portfolio, j'aurai des croquis rapides, éventuellement des dessins si j'ai besoin de montrer mon savoir-faire, mais j'aurai des croquis rapides. J'aurai peu de projets, mais des projets qui vont mettre des expérimentations différentes et montrer ma capacité à avoir des idées, d'accord, et des références et des sources d'inspiration. Évidemment, ce n'est pas forcément ces trois parties distinctes, d'accord? Vous pouvez, à l'heure actuelle, je travaille avec des élèves que m'a confié Studi Expérience, mais évidemment, on ne fait pas ces trois parties distinctes-là. On travaille sur des sujets d'espace, par exemple, dans lesquels on va glisser ces différents éléments-là, d'accord? Un portfolio est essentiel qu'il vous ressemble. Et donc, il n'y a pas une manière de faire un portfolio. Et c'est pour ça que cet accompagnement a vraiment besoin d'être individualisé et sur mesure. J'en viens enfin, là vous pouvez le voir, sur la manière dont nous travaillons avec Studi Expérience et notre complémentarité. Évidemment, vous l'avez vu sur ma première slide, le portfolio, vous l'avez envoyé en même temps que votre dossier la plupart du temps et éventuellement vous aurez un entretien après. Il est donc essentiel qu'il y ait du lien entre ce que vous dites, ce que vous écrivez et ce que vous allez montrer. C'est la raison pour laquelle, avec Marc et ses équipes, lorsque nous travaillons ensemble, je vais toujours envoyer une synthèse, ou en tout cas m'assurer d'une manière ou d'une autre que les accompagnants et les personnes de Studi Expérience, lorsque vous venez dans la phase avec eux de travail de l'aide de projet motivé, ou lorsque vous allez passer les autres, enfin j'appelle ça l'aide de projet motivé, mais de l'ensemble du dossier, et vous allez préparer les entretiens, et que l'on soit bien en phase pour qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que vous allez montrer, dire et envoyer. D'accord? Et c'est important, vous aussi, que vous soyez dans cette dynamique-là, qu'on soit vraiment en partenariat pour qu'il y ait une vraie cohérence. Deuxième chose à retenir, évidemment, un portfolio, c'est peu de pages. Vous devez être extrêmement précis. Alors, je suppose que Studi vous mâche le travail, chose que moi, je ne fais pas, parce que je ne fais pas du conseil en orientation. C'est être très précis sur les contraintes techniques et les exigences de chacune des écoles. D'accord? Et enfin, papier numérique ou en papier, ça dépend évidemment des demandes des écoles. Néanmoins, pour certaines candidatures, si une fois que vous avez passé la phase d'admissibilité, vous êtes convoqué à un entretien, je vous recommande vivement de venir avec les originaux. Pourquoi? Nous sommes des gens de matière, on aime toucher, on a besoin de voir. Donc, vous allez évidemment, c'est beaucoup plus agréable pour un jury. Certes, il a une version numérique, mais de voir réellement ce que vous avez fait. D'accord? Donc ça, nous, on le travaillera également et on travaillera également cette mise en scène, j'allais dire, et cette préparation pour les écoles qui vous demandent de venir avec votre portfolio. Je ne sais plus si j'ai une autre slide.
Non, ben voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Juste pour conclure, créativité, projet et j'allais dire capacité à sortir de sa zone de confort et ouverture au monde seront vraiment les mots-clés pour construire votre portfolio. Et surtout, n'hésitez pas, là, par le chat, à poser toutes les questions. Vous avez une opportunité en or de pouvoir discuter avec nous directement. Donc, pensez-y et je suis à votre disposition. Puis, je passe la parole. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci, Edwidge. Bon. Alors, si vous avez des questions, hein, encore une fois, n'hésitez pas hein, dans le chat, on y répond en direct, moi-même et Edwidge, du coup, donc n'hésitez pas. Je passe la parole à Adrian. Are we going to switch to English now, Adrian? I'm afraid so. There's nothing else. I will give you... Ah, juste 2 secondes, je vous mets nos coordonnées, mais je les remettrai à la fin, en fait. Donc, mais bon, si vous vouliez enregistrer nos adresses email, si jamais vous vouliez nous contacter, n'hésitez pas. Je les remettrai à la fin. Tac. Adrian, I'm going to give you the magic powers. Oh, yay. Okay. So good evening, everyone. Thanks for listening in this evening. My name's Adrian Marriott Mills, and I'm from Falmouth University. So Falmouth. Let's go here. There we go. So Falmouth University is a future-focused university of the creative industries. We were established as a school of art in 1902, so we have over 120 years of experience of teaching the creative arts. We officially became a university in 2012, and we're now the second largest creative university in the UK. We have about 5,000 students, but our average class size is about 18. And that is because we are studio-based. So we teach in a studio, not in a classroom. We don't really have very many classrooms at Falmouth. We're located over 2 closely located campuses, which are about a 15 to 20-minute bus ride away from each other. And each campus is dedicated to different subject areas. So the students don't have to travel between the two campuses for their workshop or projects. So, as Mark mentioned, we're really, really pleased that we were named as the #1 arts university by the Times Good University Guide. It's gone back there. What's going on here? So I think I've lost control of it. Sorry, Adrian. I think it's because I'm trying to reply to questions at the same time. Okay, I think you've taken over. Can you go back to I'll tell you what, I will take back control. I think you better. And go on. Where would you like me to go? Here? I'm not touching it at all. Just go to the 3rd slide, please. So, I don't know what's going on here. Oh, okay. Sorry. Right. That's okay. Is this the one you want? Yeah. So we're really pleased, as Mark mentioned, that we've just been named as the #1 arts university in the UK by the Sunday Times Good University Guide for 2023. This is quite a prestigious league table that measures 9 indicators, including student satisfaction with the teaching quality, the student experience, our research quality, graduate prospects, entrance qualifications held by new students, and degree results achieved, as well as student-staff ratios. So we're very pleased about that. But of course, rankings isn't everything. The student experience is what is more important. Okay. Next slide, please. Mark, next slide. Yeah, I have. Okay. I think there's a... It's a little slow, isn't it? Yeah. Okay, so just thinking about our location, it's a small coastal town in the southwest of England in the county of Cornwall. And you can see on the map on the screen that we're about as far south as you can get without sort of falling into the ocean. Falmouth, the town, has about 25,000 people. So with 5,000 students, you can see that about 1 in 6 people in the town are students, which leads to a really great student life. And to get to Falmouth, it takes about 5 hours by train from London, or you can arrive by coach, or we also have a local airport. And of course, we offer pickup service at London airports for our international students as well. Okay, next slide, please, Mark.
I've pressed the Okay, button. I think it takes that's a couple great. of seconds. Okay, and of course, Falmouth is a really unique place to spend your time at university. Cornwall is a very beautiful place if you've been lucky enough to visit. And there are thriving communities built around arts and culture and design in Cornwall, as well as loads of ways to explore the great outdoors. And our Students' Union has over 150 different clubs and societies and volunteering opportunities for our students to get involved in. And there's a great nightlife too. Next slide, please, Mark. So now on to our programs. We have a variety of undergraduate and master's degrees, all spread across 9 different departments. So we have 8 creative departments and our Cornwall Business School. Next slide. So just dropping in a little bit on some of our departments, our Academy of Music and Theatre Arts is a destination for international theatrical performances, dance groups, and music acts. And it's a place where students take a realistic approach to becoming a professional performer, manager, or technician. We have amazing facilities comprising 11 performance and rehearsal spaces, flexible theater space. We have 650 square meters of sprung dance floors. We have live rooms, control rooms, and digital and analog equipment. It's also a working arts venue. And of course, visual arts have been practiced and taught in our Falmouth School of Art for over a century now. We are actually 120 years old this year. So our reputation for creative excellence really keeps us at the forefront of British art schools. And we're dedicated providing the best environments for students to think and make and experiment alongside their peers and develop their creative networks. Next slide, please. We have, Adrian, just for your info, I've had a question about music programs. As I can see it's on this. Yeah. I don't know if you wanted to say a little bit more about the popular music program, for instance. Yeah, sure. So we have a number of different music programs to choose from. People often ask me, well, what's the difference between music and popular music? Well, they're both performance courses, okay? Everything that takes place in the Academy of Music and Theatre Arts is a performance course. But the popular music students take it sort of a deeper dive into that industry. They spend a lot more time in the recording studios and understanding how to find their way through a career, through that industry. And it also dictates what sort of lessons that they'll have. So everybody will have one-on-one instrumental music lessons. But we have specialists who come in to offer different teaching around different genres and that kind of thing. But everybody on the music courses has individual music lessons, but they also will play in small ensembles and larger ensembles. Every Friday we have student gigs. It's a little bit weird, but at lunchtime, the whole university can come and watch the students perform. So we get them used to performing regularly, very, very quickly. So you go into a dark room at lunchtime and you watch the student gig. It's a lot of fun. We also have regular live streaming of performances. And of course, because it's a working arts venue, from the second year onwards, the public can buy tickets to your performances. So that's the kind of standard that we're looking to get you at very, very quickly. We don't do it in the first year. We want to give people sort of a safe space to sort of, try and succeed and fail. But from the second year onwards, that's what we offer. So moving on, in our Fashion and Textiles Institute, our students work with staff offering extensive expertise in fashion and textile design. In the Games Academy, the students create real games and digital products every day using our professional standard studios and equipment. And in the Institute of Photography, the students work in some of the best facilities in Europe, and they develop their photography practice and portfolio by taking on live industry projects and even occasional paid briefs via our in-house student agencies. And of course, they also go on study visits to fantastic locations like London and the Galapagos Islands, New York, and the Red Sea. Okay, next slide, please. So in the School of Architecture, Design and Interiors, the students are taught using a collaborative approach to give them the chance to face real design challenges and work with industry professionals. And in the School of Communications, our largest school, our students have the chance to work on live briefs while they study and the opportunity to collaborate across the creative sector and learn from a lot of industry-leading guest speakers and writers in residence. So we think that the purpose of the School of Communication is really to give tomorrow's storytellers
insights and skills and confidence to succeed across a really exciting range of professions. Now, we've taught filmmaking at Falmouth for over 50 years. Our state-of-the-art kit and facilities, placement opportunities, industry connections, and really sheer enthusiasm for telling stories help us to produce award-winning employable graduates. And we really focus on getting our students into the film and television industry by offering them a really immersive and demanding experience across the full range of creative production roles. Next slide. So as I said, most of our undergraduate courses are 3 years full-time, but many of them also have the option to do a second year in industry. We call that a sandwich year. You might have heard that word before. It's nothing to do with eating sandwiches. It just means that your work experience is sandwiched between your learning. We also offer what we call an integrated foundation year across 30 of our most popular courses. So this means that your first year is an introductory and diagnostic year that allows you to develop your skills and portfolio before you dive into your chosen subject from the second year. And all of our courses offer an element of work experience from a few weeks to a few months to a full year in industry if you choose a course for the sandwich year. Next slide. So we're set over 2 closely located campuses. Here's our Penryn campus, which is the larger of the 2. And this is where you'll find the School of Film and Television, the Institute of Photography, the Games Academy, the Business School, the Fashion and Textiles Institute, and our Academy of Music and Theatre Arts. You'll also find our on-site accommodation on this campus, as well as our Students' Union, gym, and sports facilities, and as well as libraries, cafes, and bars. Next slide, please, Mark. So the Falmouth campus is just 15 minutes down the road. And this is where the School of Communications is, which offers media-related courses. And it's also home to the School of Art and the School of Architecture, Design and Interiors. And this campus is absolutely beautiful. It's set in subtropical gardens, and it is 10 minutes walk from a wonderful beach. Next slide. So one of the benefits of studying at a specialist creative institution is the access to professional standard facilities. And at Falmouth, we've invested really heavily in top of the range industry standard equipment. Next slide. So we want all of our students to access all of our facilities all of the time. That's one of the things that's really unique about Falmouth, that everyone can use everything. So every Wednesday afternoon, the students have the chance to try out different facilities or equipment through open workshops. And twice a year, we hold what we call our workshops festivals. And this takes place over a week where the students are off timetable, and we throw open the doors to our world-class facilities to all of our students so they can experience the very best of what we have to offer. So whether you want to try your hand at making a video game or learning a metalwork or writing a screenplay, the students can discover workshops across all the disciplines and dive deeper into their creativity regardless of what they're studying. Next slide. And at Falmouth, all of our academics have actually worked in the industries that they teach around, and most are still practicing their crafts. So they're very, very happy to share their networks with you. And they ensure that they follow industry trends, and so that our students are taught the latest techniques and skills, and that's going to help them to meet industry demand when they eventually go into the workplace or start their own businesses. And all the staff offices are really close by the studios, so students can see their academics informally, but they can also easily schedule one-to-one meetings with them to ask for additional support with their work or any other difficulties they might be facing. Next slide. So we're really practical at Falmouth. We don't have any exams. You will be very happy to hear, okay? We assess through practical and research-based projects, and every course we have is structured to mirror real-life industry. So students are working in very similar, the same ways as they would in industry or a professional environment. They come up with their own ideas for projects, and they develop these in teams or individually. And this enables them to develop the skills and expertise and professional portfolio that they need to secure a job with their own company after graduating. Next slide, please. So students can access careers support and advice from day one of their studies at Falmouth, and they can actually come back to us for life,
We're happy to see our graduates at any time throughout their career. So through our employability service, the students have access to thousands of tools and resources and e-learning materials to help them realize their potential and secure their career. They can build their CV, they can take practice interviews. We have specialists coming in from different areas of industry to work with them. They can find placement opportunities, they can develop a business idea or take the steps to going freelance. And as I said, all students are encouraged and supported to undertake a placement during their studies. Some degrees have mandatory placements while it's optional for others, but you go to our employability service to get support with that. Next slide, please. So these are the academic thresholds we're looking at for undergraduate applicants. We do, however, take a very holistic approach to applications. So if you think you might be below the academic threshold, don't worry about it too much. I still encourage you to apply. We ask for a portfolio or an audition for most of our courses. Okay, and we also, one of the things that we do to help students is we've partnered with an organization that provides pre-sessional English. So if you feel that you won't meet our English requirements, you can sign up for one of these courses, but prior to joining us, which are all online. Next slide. And we interview all candidates and we ask them to either upload their creative work in the form of a portfolio or to deliver a very short presentation, depending on what course they're applying to. We give lots of support with this. It's not supposed to be scary. And we can also offer practice interviews and portfolio reviews to all of our international students to help them feel more confident about their portfolio before they actually submit it, and to help them to get over their nerves and get used to talking about their portfolios. One question I have, Adrian, and I think now's a good time to ask you, how long do students have to submit their portfolio from the moment that they've applied? Well, so what we do is don't let not having your portfolio, if it's not ready, don't let that hold you back from applying. As soon as we get your application, we will ask you to upload your portfolio, or to if you want to come in person, you can, or you want to go to one of our sort of London days that we have. We have various days around the country that we offer for face-to-face portfolio review. So you'll either be asked to upload it or to give us a date when you want to come for a review. Once you've done that, we can then sort of get the ball rolling. But if your portfolio isn't ready and we offer you a date, don't worry about it. Just let us know when you can submit it, okay? But, really, the sooner you can do it, the better. I would say at least within 6 weeks, try and get it done. But if it isn't ready, don't let that stop you from applying. And if we offer you a date that isn't convenient because you've got a class, or you're not going to be at home, or you don't have a quiet room where you can do an online interview, just let us know. We're not going to, mark you down because you changed the date. And, let us know when you think you will have it done. So, yeah. And another question we have just now is, should a student do a foundation year before applying to Falmouth? Yeah, that's a great question. So we don't actually require a foundation at Falmouth. We get people with and without foundations. If you are going to do a foundation, I think you need to really do some research and make sure that you're getting onto the right program and understand what you want to get out of it. Really research that year quite carefully. I have seen situations where perhaps the work that students are doing at school is at a higher level than they wind up doing at their foundation, or they're really, really keen to get on with their chosen subject and they feel that they're just spinning their wheels a bit during that year. But then again, if you don't exactly know what you want to do, you want a bit more time to develop your portfolio, you want more time to decide what you want to do, you want to experiment with a wider range of medias, of course a foundation is a fantastic idea. So it really is a personal decision. At Falmouth, we don't give sort of extra points or anything for people having done a foundation. We take people and we look at their portfolio where they are now. So, really. So let me phrase that question differently, Adrian. Okay. So if a student does a foundation year, a good foundation year, I mean, I get that there are bad foundation years as well, and we definitely don't want to send students to bad foundation years. No. So if someone does a good foundation year before applying to Falmouth, I mean, presumably they have better odds of being admitted onto the program
with the portfolio that they'll be submitting at that stage, wouldn't you Well, say? Or is that not we're the looking at the case? portfolio as we see it, right? Right. So what I'm trying to say is we're not going to give you an extra tick in a box because you've been on a foundation. No. So, but if you've had an extra year to work on your portfolio. Yeah, I mean, undoubtedly it will help you to develop your portfolio, particularly if you're applying for one of our more competitive courses. But then again, if you have a very strong portfolio and you know exactly what you want to do, it might not add any value, shall we say. So it really is a very much of a personal choice, whether you decide to do a foundation or not. And as I said, we get people from lots of different routes, not just from foundations and not just coming directly from school. We get people who've been out in the workplace, we get people coming from vocational routes, we get people coming from very academic routes, we get people who have studied their course choice before and people who haven't. So what I'm saying is there's lots of different roads you can take and there's no right or wrong way of doing it. It's what's right for you. And your advisors, the people who you trust and give you good advice, will give you good advice about this. And you can come to a decision together about what's going to be right for you personally. And that's what's important to us at Falmouth. Awesome. I've got another tricky question for you, Adrian. No, go on. For architecture. Yes. Maths is a requirement, I think, at GCSE level. It is. Right. So in France, requirement at GCSE? Hold on, let me just think about this at Falmouth. I think it is. It's not at Falmouth, I don't think it is. I'd have to look at the requirements. We certainly don't require it at level 3. It's a BA, so I'd have to go back and have a look. I don't know. What our academics say about maths and physics as well, because many universities have it as a requirement, but we don't at Falmouth, is that they don't think that you necessarily need it, and it certainly isn't relevant in the first or second year. It becomes more relevant later on. Okay, I think the question, just in case you are asking for it, maybe I should give a general answer to this question, because I know that for some courses, for some architecture courses, maths will be a requirement. What I would say to that is, if a student doesn't have maths, and I think this is the purpose of the question that was asked, if we don't have maths, what do we do? Well, 2 options. I think in that case, a foundation can be a good idea, I think. And you do have foundation programs that are specific to architecture, and that will help you bring up that maths grade as well. So that would be option 1. Option 2, depending on how motivated you are and how early on in the process it is, it can be a good idea to sign up independently for a GCSE maths exam, because the GCSE maths is equivalent in France to the seconde, maths in seconde, I suppose, which I suppose is comparatively easier than maths B in première and terminale. And yeah, a lot of universities will be happy with a GCSE grade in maths instead of maths B. So if you're not too bad in maths, it could be a good idea to do that. If maths isn't a strong point, then foundation is probably the best bet, I would say. Yeah, sorry, Adrian, I'm hijacking your presentation. No. Yeah, I mean, we don't require it. We don't require it at Falmouth. We're very design led. So, yeah. Well, are there any good other questions? Any other? Yeah, I mean, it is an option for people who don't have maths, I guess, in that case. But then on the other hand, if you're applying to 5 different universities for architecture, probably the rest of them are going to require it, so you'd come with it anyways. Not always, and I think it's true that for architecture, and that's one of the I suppose maybe advantages of doing architecture in the UK, is that you do have that difference between universities that are going to have a very design approach versus a more scientific approach, I suppose. And so depending on where your strengths lie, maths might not be a requirement. And I think in France, you do need to be pretty good in maths to go to architecture. I think, Edwige, would you confirm that? Oui, en France, depuis la réforme du lycée, les maths en France ne sont plus indispensables, parce qu'en effet, il y a des mises à niveau et certaines universités ne vont pas sélectionner sur l'aspect maths.
Moi, par contre, sur UK, c'est vrai que ça dépend des universités, puisqu'il m'est arrivé d'accompagner des élèves qui n'avaient pas de spé maths. Par contre, qui avaient un bon niveau en seconde. On garde encore les maths, sauf erreur de ma part, en seconde. Donc, je pense que ça dépend encore de l'université, mais dans l'ensemble, dans les universités anglaises, j'ai souvenir qu'il fallait quand même les maths, tout comme d'ailleurs au Canada. En France, les universités se sont adaptées avec la réforme du lycée. Donc, ce n'est plus une condition obligatoire, même si certaines sélectionnent encore avec cette condition-là, mais pas toutes. I've actually just looked and we do require GCSE mathematics at a grade C, which is a level 4. Okay. But it's not particularly high. Most people would have that anyways. Well, not necessarily, because in France you can drop maths now. Okay. And there isn't a GCSE equivalent. There's the brevet, but which has taken a year prior to that. So a lot of universities won't consider it as I'm equivalent. pretty sure we do accept it. But okay. Yeah. Cool. To Après, change the c'est une subject. réalité. En archi, il y a un moment, il y aura des maths. Donc, il ne faut pas non plus faire de l'archi si on n'aime pas du tout les maths, parce que ça reste une matière, une discipline quand même scientifique, en archi pur. Hein. Donc, voilà. Et ça, c'est universel, j'allais dire. Someone's asking about the music. If you need a portfolio for music, I would have thought no, it's more of an audition. Yeah, so we ask people, depending on the course you apply to, but it's usually to upload 2 pre-recorded pieces of music, which are contrasting. And then we'd also have a discussion with you about that. Awesome. Would you like me to flick onto the next slide? No, Adrian, I mean, I'm basically finished. I was just going to, yeah, if you just go on to the next slide. Oh no, we can stay on this slide. Sorry, I got a bit derailed there, but I just wanted to say that all of our applicants are interviewed. We have alternative arrangements in place for people who don't have a portfolio. If you want to apply to a creative subject but you don't have a portfolio, we have some creative projects you can do instead. But I just want to sort of point out the sort of support that we offer for students. So we guarantee accommodation for all of our first year students, and we give lots of support with portfolios and auditions and presentation. And just if you just go on to we can just use this next one as the last slide. If you go on to the next slide. The support one? Yeah, so just wanted to, just to point out that it's not just about studying at Falmouth, it's not just about what you study, but it's all of the support that we offer around your student experience, which makes it such a great place to be. So we're not just interested in, teaching you, but we're interested in where you are in your creative journey, what you want to get out of the course, what you want to contribute to it. So we have a great package of support all around, your study experience. And if you're thinking about studying in the UK, that's one of the things that makes it so attractive and also makes it quite different. It's not just about the teaching, but it's about the entire experience. And, we do that student experience very well at Falmouth. Awesome. Was that the last slide, Adrian? It can be. Oh, Yeah. you've got a bit more. We're running over a little bit. Yeah, no, I don't want to take up any more time. And all I really wanted to just point out is that, when you join somewhere like Falmouth, what you're actually doing is you're joining a creative community. You're not just going to university. No, you're becoming a part of a community that you join as a student, but you actually remain part of that community for life. So it really is a life-changing experience. Well, Adrian, thank you very much for your time and input. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les poser, soit dans le chat ou vous pouvez lever la main et je vous donne la parole aussi si vous vouliez poser une question en live. On va attendre 1 ou 2 minutes. Edwidge, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pendant ce temps?
Enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que je pense que vous avez eu la chance d'avoir une présentation très complète. Vous voyez qu'en fait, ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on disait, c'est votre maturité de projet. Je voulais juste préciser une chose, c'est qu'en effet, si vous ciblez directement de rentrer en première année d'école sans la foundation, bien évidemment, enfin en chantant la foundation, le savoir-faire que je vous disais tout à l'heure, une condition nécessaire relative, mais pas suffisante, évidemment, il y aura certainement des prérequis techniques pour entrer en équivalence prépa. Voilà. Alors, on a une question. Est-il possible de faire une année de spécialisation en musique après un master en France, en business? Oui, enfin, ce ne serait pas une année, c'est pas ce que j'appellerais une année de spécialisation, mais je veux dire, vous pouvez partir faire des études d'art à tout moment. Je veux dire, vous ne feriez pas un master en musique après un master en commerce. Si l'idée de monter en grade au niveau des études, par contre, vous pourriez tout à fait partir faire une année ou 2 ou 3 années d'études en musique suite à une formation initiale en commerce. Ça, c'est complètement possible. Par contre, faire un master en musique sous-entend avoir fait une licence en musique en amont. Je pense que c'est une continuité logique à ce niveau-là. Si telle était la question. Je crois qu'on a fait le... Je crois qu'on a fait le tour. Tac. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous pouvez aussi nous contacter hein, par le biais via les emails que je viens de... par le biais des emails qui s'affichent à l'écran, donc Study Experience ou Maestro Academy. Et d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, si vous faites appel à Study Experience pour être accompagné sur les études à l'étranger en art, eh bien, vous aurez sans doute affaire avec Edwidge chez Maestro Academy à un moment donné, et vice-versa. Si vous faites appel à Edwidge pour un portfolio, même pour la France, mais que derrière, vous voulez présenter des écoles étrangères, il est fort possible qu'on soit amené à travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre. J'en profite, j'avais une question de la part d'un élève qui est si jamais elle n'a pas eu le temps elle a pas eu le temps de passer l'ILTS avant les dates limites des dossiers UCAS ou autres, est-ce que elle peut le faire plus tard ou est-ce que c'est éliminatoire tout de suite? C'est une très bonne question, effectivement. Non, alors en principe, c'est possible hein, de passer le test d'anglais après avoir candidaté. Généralement, on a jusqu'à l'été, en fait, finalement, pour obtenir le score requis sur cet examen-là. Donc, c'est pas du tout un souci. Et ça ne doit pas bloquer le dossier, en l'occurrence. Merci. J'ai une autre question. Combien d'écoles d'art avez-vous en partenariat? Je ne sais pas exactement, mais beaucoup. On travaille avec plus de 180 universités dans le monde. Certaines sont des écoles d'art spécialisées, donc comme Falmouth, et on en a d'autres que vous pouvez. On a un outil de recherche sur le site internet hein, que vous pouvez utiliser et affiner par domaine d'études notamment pour identifier les partenaires qui proposent ce domaine-là. On a des écoles spécialisées en musique aussi pour la personne qui s'intéresse aux études musicales à l'étranger. Maintenant, ce que vous avez aussi, c'est ce que j'expliquais en début de présentation, c'est que beaucoup d'universités généralistes vont proposer des filières artistiques aussi. Donc, en réalité, je pense qu'on a des dizaines et des dizaines d'écoles qui proposent les filières artistiques. Donc, du choix, vous en avez. Mais je rappelle aussi, toutefois, qu'on n'est pas du tout limité à nos universités partenaires. Hein. Donc, si vous vouliez aussi présenter d'autres dossiers en dehors du réseau, ce n'est pas du tout un problème. On est tout à fait à même aussi de vous accompagner sur ces dossiers-là, si vous le souhaitez. Voilà. Bon, on a fait le tour. Sur ce, je vous remercie tous. Thank you, Adrian, for your time. Merci, Edwidge. Et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, on vous enverra le lien de l'enregistrement demain dans la journée sans faute. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.